Ok, on est live. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour. Je pense qu'on va attendre un tout petit peu, le temps que les gens se connectent. Je vais dire. Bonjour Andrea déjà. Ton micro est coupé par contre. Je pense que tu l'as coupé. Peut-être que je vais le... Ok, ça dit que ton micro n'est pas connecté. Ok, là c'est bon. C'est bon là, non? Oui, là c'est bon. Donc, bonjour Andrea. Bonsoir Donc, à tous. super. Donc, on va Oui. attendre que les gens se connectent. On attend aussi Gaël. Je lui ai écrit, il devait être en train de se connecter normalement. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour à nos fidèles téléspectateurs, je vais dire. Bonjour Cynthia, je sais que tu dois être là comme chaque dimanche. Merci de nous suivre. Et bienvenue au nouveau sur la page. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la page For All, en fait, c'est une page qui a été mise au point très récemment, en août dernier. Et l'objectif, en fait, c'est de parler des sujets qui touchent les jeunes béninois. On parle d'entrepreneuriat, on parle de santé, on parle d'éducation. Donc, c'est de parler de tout et de mettre à la disposition des jeunes béninois tout ce dont ils ont besoin pour se développer, autant professionnellement que personnellement. Donc, on a un sondage en cours, parce que ça fait quand même un moment qu'on fait les lives du dimanche. Donc, on aimerait avoir votre avis sur comment ça se passe en fait. Donc, c'est juste un petit sondage de 3 questions et vous avez juste à nous dire si l'heure vous convient, si vous avez des sujets que vous voulez aborder. Donc, s'il vous plaît, prenez genre 30 petites secondes pour répondre à notre sondage, pour nous aider à nous améliorer afin de vous offrir des sujets qui vous intéressent en fait. Donc, aujourd'hui, on parle de santé, on parle de l'expérience des médecins. Je vais voir pourquoi Gaël n'est pas encore là. Je vais juste essayer de lui écrire pour voir. Mais je pense qu'il est en train de se connecter. Oh, ok, il est là. Ouais, il est là. Super. Bonjour Gaël. Comment ça va? Bonjour, à toi, ça va bien? Oui. Bonjour, J'imagine que Bonjour Gaël, ça vous va? vous connaissez, ça va j'imagine. très bien, ça va très bien. Oui, très bien. Vous vous connaissez, hein? Ouais, Oui, oui, très bien. C'est ça, juste comme tu sais, pour mettre un peu les choses au clair, j'avais fait aussi la fac de médecine pendant 8 petits mois après mon bac à Cotonou. Donc, j'avais commencé à fréquenter avec Gaël, justement. C'est là que je l'ai connu. Et puis, on a essayé de garder contact malgré la distance et tout. Donc, ça me fait plaisir de te revoir aujourd'hui aussi. Et puis, ça me fait plaisir de te rencontrer aussi, Andrea. Et puis, je suis sûre on va avoir une super belle discussion. Donc, comme je disais, c'est ça. On entend souvent les patients se plaignent que les médecins béninois ou bien les professionnels de la santé béninois en général manquent d'empathie, qui sont pas compétents, qui n'écoutent pas, qui ne parlent pas. Donc, il y a plein d'histoires. Je suis sûre que chaque Béninois a son petite anecdote de mauvaise expérience en griffe avec les gens, les professionnels de la santé. Donc, et puis, tu sais, pour avoir côtoyé un peu le système, je sais que c'est pas forcément de la faute des médecins si la situation est ainsi. Donc, aujourd'hui, on a décidé d'écouter un peu, d'entendre la version des médecins, comment eux vivent l'expérience en tant que médecin au Bénin et peut-être qu'ils ont des explications pourquoi la situation est comme ça. Donc, avant de commencer, c'est que moi, je les connais un tout petit peu, mais je vais quand même laisser mes invités se présenter. Donc, Andrea, peux-tu nous dire un peu, te présenter en quelque sorte à ceux qui nous suivent? Bonsoir à tous, je suis Andrea Lokoso, médecin radiologue. Et avant d'être médecin radiologue, j'ai eu mon bac en 2009. J'ai fait l'école de la fac de médecine pendant 7 ans. Donc, je suis sortie médecin généraliste en 2016. Et après, j'ai fait 4 ans de spécialisation en radiologie. Et donc là, je viens de finir, je suis médecin radiologue. Voilà. Super. Et ouais, vas-y, Gaël. Je vais revenir à ma question après. Peut-être Ok, ok, merci. Donc, je profite d'abord pour dire merci pour ton initiative qui nous donne l'occasion de nous exprimer, de donner notre version des faits, comme tu dis. Donc, je suis
Gaël Aïgonton, je suis médecin épidémiologiste. Et j'ai eu mon bac en 2008, je suis sorti à la fac en 2015. Donc, disons, je suis dans ma 7e année professionnelle. Et après, j'ai fait un master en épidémie, recherche et intervention en santé publique. Et en temps aussi, je me suis intéressé un peu à l'infection à VIH, pour lequel je interviens au CNHU-HKM. Voilà. Merci. Super. On dirait pas, ça fait déjà 7 ans que tu as fini. En tout cas, d'abord, je voulais d'abord prendre un petit temps pour vous féliciter déjà pour votre parcours. Vous êtes si jeune, mais avec déjà un grand parcours. Et puis, c'est vrai que je n'ai pas fini mes cours en fac de médecine, mais pour avoir commencé le début, je sais à quel point c'est demandant comme formation, spécialement quand on le fait au Bénin. Donc, je vous tire chapeau déjà et félicitations pour votre parcours et je vous souhaite encore beaucoup de courage et beaucoup d'évolution dans votre carrière. Donc, Merci. ceci dit, donc peut-être juste pour mettre un peu en contexte, peut-être est-ce que vous pouvez nous dire chacun avec quel type, quand vous êtes au Bénin, dans quel type de service vous travaillez, quel type de patients vous côtoyez, genre pour que ceux qui nous suivent aient une idée de dans quel milieu vous évoluez en tant que professionnel en fait. Tu veux commencer, Andrea? Oui, enfin, moi, je n'ai pas vraiment accès ou je ne travaille pas beaucoup avec les patients parce qu'en radiologie, euh, à part dans l'échographie et puis l'interventionnelle radiologie, l'interventionnelle en radiologie, je n'ai pas vraiment un contact avec les patients. Voilà. En général, je travaille sur les radiographies, sur les images scannographiques ou IRM. Mais il faut dire que j'ai quand même exercé un peu ma médecine générale. Donc, oui, je travaille pendant mes stages ou mes jobs de médecine générale, j'ai eu à côtoyer tous les types de patients, je dirais, parce que j'ai vraiment remplacé dans plusieurs centres, en fait. Ok, d'accord. Voilà. Donc, on peut dire que avec ton expérience des stages durant la formation et après, tu as quand même une expérience pour nous dire un peu ce que tu as vécu en tant que médecin généraliste déjà. Gaëlle, Oui, toi, j'essaierai, mais bon, Gaël fera la majeure partie du travail. ok. Donc, Gaëlle, tu dis que tu travailles avec des personnes atteintes du VIH, c'est ça, si j'ai bien compris? Bon, voilà, spécifiquement, mais avant d'être là-bas, j'ai fait l'expérience du privé longtemps. Donc, disons, j'ai fait les deux secteurs. Partout où est nécessaire, je suis là. Donc, voilà. Alors, je vais essayer d'apporter mon expérience dans ce secteur-là au cours du débat. Voilà. Ok, parfait. Donc, la première question que j'ai, c'est assez direct comme question et c'est vraiment juste pour préciser la classe. À votre avis, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème des services de santé au Bénin? Pourquoi ça, on a l'impression que ça ne fonctionne pas? Parce qu'on peut quand même dire que ça ne fonctionne pas tout le temps avec déjà le taux de personnes qui sont obligées d'être évacuées. C'est quoi le problème numéro 1 actuellement dans le système? Donc, Tu veux commencer, Andrea, si tu veux? Moi, je dirais le plateau technique inexistant. Hein. C'est vraiment le premier problème. Après, je ne sais pas si je peux donner un deuxième problème non moins important, c'est le manque d'organisation du système. En gros, c'est ce que je dirais. bon, Ok. Gaëlle, Gaël? bon, je vais pas pointer du doigt un problème, je dis c'est un ensemble de problèmes. En gros, je vais dire l'accessibilité limitée des patients aux soins. Comme elle a dit, le plateau technique est très limité. Après, les gens, ils n'ont pas assez de moyens, ça c'est surtout ça. Il n'y a pas de sécurité sociale. Donc, vous êtes conscient qu'il faut aller à l'hôpital, mais vous réfléchissez par deux fois. Nous, on n'exerce pas notre métier en toute quiétude. Il faut réfléchir à la place du patient, il faut regarder la poche. Donc, tout commence par là. Donc, on n'est pas dans des conditions adéquates et c'est plus facile de voir le médecin comme fautif. Donc, au cours du débat, on va revenir sur les hic au niveau à chaque niveau, quoi. ok. Donc, le plus gros problème, c'est le fait qu'il manque d'équipements. Donc, est-ce que ça veut dire que s'il y avait des équipements adéquats, il n'y aurait plus de problème? Pas que ça. Pas que ça, comme je l'ai dit, il faut déjà avoir le plateau technique. Je donne un simple exemple.
Vous savez que devant un diagnostic, je dois envoyer un patient vers Andrea pour demander une IRM qui coûte quand même récemment plus de 100 et quelques mille. Et je sais tout pertinemment que le patient n'a pas les moyens. Vous voyez, donc même si le plateau est là, il faut que les patients aient accès aux soins. Il faut qu'ils puissent pouvoir payer les honoraires. Donc, si tout le problème est là, il faut qu'on trouve le moyen de permettre à la population de se soigner. Et c'est ça le véritable problème. À partir du moment où vous allez voir, ceux qui ont des assurances, c'est plus facile d'aller à l'hôpital pour eux. Dès qu'ils ont un bobo, ils vont à l'hôpital parce qu'ils savent qu'ils ont une assurance, ils n'auront pas à payer 100%. Mais ceux qui n'en ont pas sont obligés de réfléchir. Ok, donc enfin, les deux principaux problèmes, c'est le manque de moyens techniques et le manque de moyens financiers du côté des patients. Mais est-ce que, bon, ça c'est une réflexion peut-être que, est-ce que le fait qu'il n'y a pas d'équipement justement, est-ce que le fait que le médecin c'est frustré d'avoir quelqu'un en face de lui qui n'a pas les moyens de supporter ce que sa santé demande, est-ce que vous ne pas ça se manifeste dans votre comportement envers eux? Je veux dire, est-ce que c'est ça qui explique que on a l'impression que nos médecins sont un peu nerveux? Genre, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre ces insuffisances et l'humeur en général des médecins? Bon, si Andrea permet, clairement, je parlais tout à l'heure des conditions de travail en gros. Si vous voulez travailler et que vous savez que tout est réuni, vous êtes déjà plus à l'aise. Après, il y a un aspect qu'on n'a pas encore dit jusque-là, c'est les ressources humaines. On ne peut pas demander à un seul médecin de consulter 30-40 malades et être efficace, ce n'est pas possible. Donc, si vous êtes nombreux, vous savez que vous avez peut-être une marge de 10 patients à prendre. Vous prenez tout votre temps, vous êtes déjà à l'aise. Dès que vous vous installez, vous savez que ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, vous êtes passionné, vous êtes à l'aise pour exercer votre métier. Donc, en fait, on exerce le travail dans une anxiété. Il n'y a pas tout ce qu'il faut, on est conscient, donc il faut jongler. Donc, et vous savez que vous avez toute une file d'attente qui est là, donc vous êtes obligé d'aller vite. À partir de ce moment, vous n'êtes plus vous-même, vous ne prenez plus le patient dans sa globalité, vous ne prenez plus tout le temps qu'il faut pour lui expliquer. Le patient même sait que derrière, il ne pourra pas faire tout ce que vous allez lui dire. Donc, clairement, il y a des accrochages. Et surtout quand on va dans le cadre des maladies chroniques, c'est encore plus compliqué. Donc, c'est une question déjà de s'assurer des conditions de travail en gros. Après, de relever les insuffisances en ressources humaines. Il y a peu de temps, quand le DES n'existait pas, c'était compliqué. Aujourd'hui, on a beaucoup de spécialistes. Mais comment ces spécialistes-là sont utilisés? Il n'y a pas de plan de recrutement pour les médecins. Quand vous finissez la médecine, vous êtes livré à vous-même. Il n'y a pas une politique de recrutement, il n'y a pas de concours organisé. Donc, à partir de ce moment, on a une fuite des cerveaux. Les gens vont à l'extérieur, ils ne reviennent plus. Donc, forcément, vous vous retrouvez à 1, à 2 pour faire un travail de 10 personnes. Donc, dans ces conditions, vous êtes obligé de ne pas bien faire le travail, d'aller vite. Et comme ça, bien sûr, le relationnel prend un coup. Exactement. C'est ça. Je comprends bien. Est-ce qu'Andrea, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je vais dans le même sens. Hein. C'est surtout le problème d'organisation. On a des médecins qui sont formés, on a des spécialistes, mais il n'y a pas de recrutement. Et mais même dans l'organisation interne des services, le fait qu'il y a plus de patients que de médecins disponibles ou dans les services, notamment publics, parce que voilà, fait que le médecin ne prend pas ou ne peut pas prendre le temps de s'occuper de tous les problèmes du patient. Parce que le patient, ce n'est pas seulement la maladie, c'est aussi tout le côté psychique. Et voilà, donc on ne peut pas prendre le temps de s'occuper de tous ces problèmes-là. Et donc, chacun sort de la consultation un peu déçu. Voilà. Ok. Donc, enfin, je veux dire, cette humeur et puis la manière dont les patients sentent un peu stressés, c'est un autre symptôme, en fait, de toute la mauvaise organisation du système. J'avais une petite question. Quand vous parlez d'organisation, que le système est mal organisé, actuellement, c'est organisé comment? C'est qui décide, quand un médecin finit, qui décide si on a besoin d'un médecin quelque part? Comment ça se passe? Justement. Tu as une idée? C'est ce que je disais tout à l'heure,
il n'y a pas de politique, c'est-à-dire que c'est votre dynamisme à vous qui vous amène sur le terrain. Si vous attendez qu'on vienne vous appeler, personne ne vous appelle. À moins que, bon, voilà, il y Non. a un gouvernement qui veut recruter, une ONG de la place qui a ou une nouvelle clinique qui s'installe, qui a besoin de médecins. Voilà, donc sinon, vous vous arrangez pour ouvrir votre propre clinique. Donc, c'est pas défini. Donc, vous n'êtes pas sûr qu'en terminant, vous avez un poste d'avance. C'est ça, alors que le besoin, il est là. Le besoin est là, que ce soit dans tous les secteurs, que ce soit en public comme en privé. Donc, c'est votre propre organisation qui vous amène à vous insérer, à vous insérer dans le système. Évidemment, tout ceci est sous le contrôle de l'ordre, de la politique nationale et autres, mais rien n'est encore fluide, 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 fluide. C'est exactement le problème, ça. On est Oui. livré nous-mêmes et puis voilà. Mais il doit bien avoir une structure du ministère de la Santé qui s'occupe de cette question. Je vais dire, parce que tout le monde sait qu'il y a un manque de médecins, tout le monde sait qu'on en a besoin dans tous les services. Pas besoin d'être un rocade pour le savoir. Donc, pourquoi il n'y a pas une structure qui s'occupe de ça, qui s'occupe de savoir de quoi on a besoin dans un hôpital, un peu comme par exemple, si on prend l'exemple du CNHU, on doit pouvoir savoir qu'est-ce qui nous manque exactement en tant que médecin là et pouvoir les recruter, non? Parce que c'est pas comme si on n'avait pas de médecin en fait, parce que tu viens de le dire, il y en a beaucoup qui se font former et qui vont à l'extérieur. Donc, c'est pas qu'il y a un manque de main-d'œuvre là, il y a de la main-d'œuvre. Donc, pourquoi il n'y a pas une structure qui s'occupe de ça? Et puis, c'est quand même assez drôle que même vous qui êtes dans le système, vous ne savez pas s'il y a une structure qui s'occupe de ça. Genre, est-ce que... Je pense qu'il n'y a pas vraiment de structure. Enfin, les recrutements, les concours sont lancés, franchement, je ne sais pas sur la base de quoi. Et les concours sont rares. Okay. Donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une politique de recrutement, en fait, au bébé. Je ne sais pas si Gaël en sait plus, mais Bon, non, je pense pas. Je n'ai pas d'idée non plus, mais ce qui est sûr, comme je l'ai dit, on n'est pas à la place des gouvernants. Il y a sûrement une politique nationale. Et ce que j'ai remarqué quand même, c'est en fonction du besoin. Et quand le besoin est criard, que des recrutements, et surtout aussi des postes peut-être très rares de spécialistes, des néo-spécialistes, des domaines qui ne sont pas fréquents, qu'il y a des recrutements systématiques. Sinon, il n'y a pas quelque chose de fixe où on va dire tous les 2 ans, il y a un concours où on veut 15 médecins et vous savez que vous êtes parmi les, si vous travaillez dur, vous êtes parmi ce nombre-là. Donc, à la date où nous parlons, il n'y a pas quelque chose comme ça. Et même dans les structures privées, il n'y a pas des normes qui obligent la clinique à prendre, par exemple, tel nombre de médecins. Non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'on peut voir le médecin à la permanence prendre 20, 30 malades, mais rien n'oblige la clinique à en prendre un de plus, quoi. Ce n'est que de sa propre organisation qu'il peut décider de prendre quelqu'un de plus. Donc voilà, il n'y a pas à faire une politique très claire pour, je vais dire, permettre aux gens de s'insérer dès qu'ils finissent. Nous, on parle dans notre jargon de système de parrainage. Ce sont les aînés qui vous introduisent petitement. Et quand il y a quelqu'un qui voyage, qui a, par exemple, le poste est libéré, il vous introduit. Voilà. Wow, OK. De ce que j'ai compris, il y a un ordre des médecins au Bénin aussi, si je ne me trompe pas. Et c'est quoi les objectifs de ce ordre-là? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Désolée si mes questions sont gênent, mais j'essaie de voir un peu, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu comprends un peu ce que je vais dire? Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est que, tu sais, même ici, tu sais, moi, je suis au Canada et les médecins ici, c'est les petits rois, hein, genre, c'est le mot, c'est les petits rois. Quand le médecin te dit que je veux un appareil, tu te démènes pour lui donner ça. Mais je suis sûre que c'est pas venu du jour au lendemain. Ça, ils ont dû se battre, ils ont dû, pour mettre des systèmes en place, pour montrer à quel point ils sont importants, pour en être là. Et aussi, je pose la question sur l'ordre, parce qu'il y a ils appellent ça ici collège des médecins, mais c'est un collège de médecins qui est tellement puissant que, tu sais, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ils s'assoient et puis ils discutent avec le gouvernement. Donc, ils ont une voix. Donc, je me demande s'il y a une ordre et ils défendent justement ces médecins-là. Donc, je me dis, s'il y a une ordre des médecins, ils devraient quand même faire quelque chose dans ce sens-là pour défendre ces médecins et montrer au gouvernement justement qu'on a besoin d'une politique nationale de santé. Donc, je sais pas, je voulais savoir qu'est-ce que l'ordre des médecins au Bénin fait. Bon, pour cette question, je dirais que le fossé était grand.
dernièrement, certaines choses ont été faites. Sinon, l'objectif premier, c'est de défendre les intérêts des médecins, comme vous l'aviez dit. Donc, il y a déjà du mieux depuis quelques années, mais on est encore loin du compte. Clairement, il y a déjà un grand problème entre le partenariat public-privé. Donc, il y a les intérêts des uns et des autres. Donc, je ne vais pas répondre à la place de l'autre, mais ce que je peux dire, c'est qu'on est loin du compte et que dernièrement, il y a des ébauches de solutions. On va espérer que dans les années à venir, que ça soit meilleur. Mais essentiellement, c'est plus la défense des intérêts par rapport aux situations qui nous exposent aux malades et tout ça. Mais bon, on est encore loin du compte. Beaucoup d'efforts sont faits, mais les vrais problèmes sont encore là parce qu'on n'a pas encore abordé ça. Je pense que tu as prévu ça dans la suite. Et un médecin épanoui va forcément bien exercer son travail. Donc, les conditions de travail, on reviendra sur ça tout à l'heure, la rémunération et tout ça. Ok, peut-être qu'on va l'aborder. Je ne sais pas si Andrea, tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Est-ce que tu as des informations par rapport à l'ordre et tout? Je pense que l'ordre essaie de... Je crois quand même que l'ordre, de plus en plus, essaie de s'impliquer dans le bien-être du médecin. Mais le fossé, comme Gaël l'a dit, est tellement grand que les efforts ne sont pas ressentis. L'ordre essaie de mettre en place des lois. Les cliniques, certaines cliniques essaient de suivre ces lois-là. Mais au fond, quand on se rend compte qu'on est seul et que les autres cliniques ne suivent pas le pas, bah, on relâche et puis le mouvement n'est pas suivi par tout le monde en fait. Okay, je pense qu'il faut peut-être plus de rigueur dans l'application des lois. Donc, Gaël, tu parlais de... Tu voulais dire quelque chose? Non, ça va. C'est ça. Tantôt, tu parlais de ce qui vous manquait pour être un médecin épanoui. Qu'est-ce qu'il vous faut, en fait, genre, concrètement? Je veux dire, si vous avez devant vous quelqu'un qui peut exercer tous vos voeux, que tout roule comme ça devrait, c'est quoi vos souhaits les plus chers en tant que médecin? Bon, déjà, il faut que la population ait une autre vision du médecin béninois, parce que quand vous dites que vous êtes médecin, on se dit tout de suite que vous êtes à l'aise, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous êtes épanoui financièrement et tout. Si on apprend un métier avant tout, c'est pour gagner sa vie. C'est pour offrir à sa famille le minimum qu'on souhaite. Mais là, ce n'est pas le cas parce que vous vous retrouvez dans une situation sociale, on va dire. La personne est malade, vient vers vous et vous devez faire quelque chose. Puis après tout, notre métier est animé d'une certaine passion. Et c'est déjà ça. Et ça, c'est un des problèmes importants qu'il faut régler. La motivation à la base, l'orientation des gens. Peut-être que beaucoup d'entre nous se sont trompés de chemin. Je ne suis pas sûr que si on reprend à la case de départ, tout le monde va refaire le même chemin. Oui, donc on a tendance à dire oui, c'est votre métier, vous êtes passionné, mais avant tout, on doit gagner notre vie avec ça. On a le droit de rêver comme tout le monde, d'avoir de belles voitures et de construire de belles maisons, mais ça serait grâce à notre métier. Donc du coup, déjà, je ne vais pas oser dire à peu près combien de médecins j'ai fait gagner au Bénin, mais vous n'allez nulle part avec ça. Vous n'allez nulle part avec 300 000 francs le mois. Ça, c'est si vous bougez correctement. Hein. Ça, c'est si vous ne... Voilà. Donc, comme ça, vous ne pouvez pas t'épanouir. Vous pouvez travailler, mais vous êtes anxieux, vous pensez à vos charges, vous pensez à qu'est-ce que je vais devenir si je continue comme ça, Donc, forcément, le jour où les normes vont changer, c'est-à-dire que les gens vont être sûrs qu'avec leur métier, ils peuvent gagner leur vie, ils vont se donner plus. Ils vont vraiment donner du cœur. Parce qu'à un moment donné, les gens que vous voyez qui sont peut-être grincheux, ils ont tellement essayé de donner qu'à un moment donné, ils sont fatigués. Ils se disent, je ne vais pas continuer à me sacrifier autant. Donc, voilà. Et malheureusement, ces patients qui subissent ça vont les traiter de mauvais médecins. Mais c'est qu'à un moment donné, ils sont épuisés dans la tête. Ils ont beaucoup donné qu'ils ne veulent plus le donner. Ils veulent juste faire le minimum. Donc, il faut changer les conditions de travail, la rémunération. Et ça, je disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas mettre une consultation à 1 000 francs, à 5 000 francs. Le médecin veut gagner quoi dedans? Si les gens ont une assurance, il y a une sécurité sociale et que la grande partie est payée par l'assurance, ils ne vont pas subir le poids. Donc, tout le monde est gagnant. Le malade est satisfait, le médecin est bien payé, on a la qualité des soins est là. Donc, voilà. Donc, il faut réfléchir autrement, quoi. Ok, donc la rémunération est un gros problème. Ça, je le conçois aussi, hein, parce qu'après, c'est pratiquement 15 ans, même plus d'études pour certains.
on s'attend quand même à ce que tous ces efforts-là, durant toutes ces années-là, soient un peu récompensés aussi. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. Et c'est qui décide en fait de la rémunération des médecins? C'est qui décide que la consultation est à 1000 francs, par exemple? Bon, c'est ce qu'Andrea disait tout à l'heure. Normalement, on a un ordre qui doit fixer les normes en concert avec ce que la politique nationale a prévu. Mais malheureusement, même quand bien même ces normes sont établies, elles ne sont pas respectées. Ils ne sont pas C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire certaines cliniques ne le respectent pas, d'autres pas. Alors, dernièrement, il y a eu beaucoup d'actions pour sanctionner les gens, mais tant qu'il n'y a pas un suivi dans la durée, et voilà, les gens font ce qu'ils veulent. Donc, du coup, à la date où nous parlons, ça n'a pas vraiment changé. Ça n'a pas vraiment changé. Donc, il faut travailler beaucoup. Et ça, c'est un détail important. Quand vous êtes dans le privé, par exemple, vous êtes obligé de multiplier les interventions dans beaucoup de centres. C'est-à-dire, vous faites ici 8h à 16h, vous courez pour aller ailleurs à 16h, le lendemain, vous enchaînez, mais vous ne pouvez pas être efficace. Il faut être réaliste. Du coup, le patient qui vous voit ne sait pas que vous avez dormi 8 heures. Que vous n'avez pas dormi. Il ne sait pas. Donc, vous pensez à gagner à nourrir votre famille. Donc, or, il peut y avoir des règles qui interdisent ça. C'est-à-dire que vous ne devez pas enchaîner. Vous devez intercaler avec des repos. Mais comment faire respecter tout ça? Donc, nous, on est là, on suit. Donc, tant qu'il n'y aura pas des normes précises qui sont bien respectées, voilà, le problème va perdurer dans la durée. C'est sûr. C'est sûr que les normes sont importantes, mais c'est vrai aussi que je pense que le nerf du problème, c'est vraiment la rémunération. Parce que si tu fais tes 8h à 16h et que tu gagnes suffisamment pour nourrir ta famille, je pense pas que tu vas tuer ta santé aussi pour aller faire encore des surplus. Donc, c'est parce que ce que tu gagnes en durée de travail ne suffit pas, que tu vas faire des overtime aussi. Donc, je pense que la question de la rémunération est vraiment très, très importante. Juste une petite parenthèse, pour ceux qui nous suivent, vous pouvez mettre vos commentaires, vos interventions, mais vos questions en commentaire et puis je vais les passer quand j'aurai fini mes questions à moi. Donc, c'est ça. Donc, où est-ce que j'en étais? C'est ça. Donc, le truc, c'est que vous avez vos réalités. Les patients sont pas au courant de ça, justement. C'est quand moi, j'amène un parent, mais quand je suis malade et que je vais à l'hôpital, je sais pas si mon médecin n'a pas dormi. Je sais pas s'il n'a peut-être pas bien mangé hier. J'en ai aucune idée. Et puis, moi, je suis malade. Et c'est quand tu es malade, tu as envie qu'on comprenne que tu vas bien, que tu vas pas bien. Et tu as envie de compassion, tu as envie d'empathie. Et puis, ça, on ne l'a pas. Et c'est pas forcément la faute du patient non plus. Et puis, je comprends aussi qu'on peut pas mettre tout sur vos épaules aussi. Mais dans ces conditions où on attend justement que les normes se solidifient, on attend que les gouvernements se décident à faire quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait pour que ces patients-là... Parce que tu sais, le seul fait d'être malade, que quand tu vas à l'hôpital, tu te sens accueilli, c'est que ça a quand même déjà un effet sur le traitement que ton médecin va te donner après. Tout à fait. Donc, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on fait? On attend juste et puis on attend que ça se règle ou bien qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire de votre côté? Je sais que c'est trop demandé encore, mais c'est vous qui êtes en face de moi aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, pour ma part... On essaie tant bien que mal de répondre aux problèmes du patient, mais on fait ce qu'on peut, en fait. On peut pas faire plus, on fait ce qu'on peut. C'est ça. Sinon, un autre petit détail aussi que j'avais remarqué aussi dans le système de santé, c'est, quand tu viens de l'expliquer, je comprends que c'est peut-être pas manque de temps que ça ne se fait pas, mais j'ai aussi comme l'impression que les médecins ne prennent pas le temps, justement, pour expliquer au patient qu'est-ce qu'il a. Genre, de lui expliquer concrètement qu'est-ce que tu as, pourquoi je prescris ça. Parce qu'il n'y a pas justement le temps d'avoir cette petite discussion-là. Là, tu viens de dire, enfin, je dois dire que le fait que vous avez sorti vos problèmes, ça coupe un peu la majorité de mes questions, mais je vais quand même les poser. Pourquoi on a l'impression que les médecins ne veulent pas nous expliquer qu'est-ce qu'on a? Là, je vais te donner un petit exemple. Il y a de ça 2 ou 3 ans, je suis rentrée au pays. J'avais une tante qui était au CNH et elle était malade. Et puis, c'était ma tante et puis mes parents qui s'en occupaient. Et puis, je me dis, qu'est-ce qu'elle a justement? Et puis, elle est à l'hôpital, elle ne parle pas, elle ne bouge pas. Bon, qu'est-ce qu'elle a? Il n'y a aucun d'entre eux qui est capable de me dire qu'est-ce que leur sœur avait.
Et je suis comme, mais pourquoi vous n'avez pas demandé au médecin? Et c'est là que mon père m'a dit, oh, j'ai son numéro, je peux l'appeler, lui demander. Je suis comme, mais pourquoi le médecin n'a pas pris le temps de lui expliquer qu'est-ce qu'il a? Et à la fin de compte, c'était qu'elle avait une tumeur au cerveau. Et le pire, et le côté qui m'a le plus énervé, c'est que c'était une tumeur, il n'y avait plus rien à faire. Mais on continuait quand même de leur faire acheter des médicaments pour lui donner ça, alors qu'on sait pertinemment que ça ne sert à rien. Donc, pourquoi on a ces genres de situations, par exemple? Vas-y. Bon, voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors, il faut là, je viens d'essayer surtout les patients. Il y a l'accès à l'information. Vous savez, la plupart de nos patients ne viennent pas tôt, ne consultent pas tôt. C'est-à-dire souvent, on dit soit par manque de moyens ou par négligence. Donc, quand ils arrivent parfois à un stade avancé. Et en même temps, ils veulent que tu règles tout le problème. C'est-à-dire que la négligence qu'ils ont eue en amont, tu dois en payer les frais. C'est-à-dire, on veut, si l'enfant fait une fièvre depuis des jours, on a attendu que l'enfant convulse ou une forte fièvre avant de l'emmener, forcément, ça devient une urgence. Donc, on attend de toi une certaine promptitude. Et si tu as 3, 4 urgences similaires à gérer, tu ne peux pas être efficace. Or, si l'enfant était venu plus tôt, ça te permet d'être plus à l'aise, de bien faire les choses. Donc déjà là, il y a ça, il y a le retard, le recours tardif aux consultations. Et comme tu l'as dit, la majorité des gens, quand ils quittent l'hôpital, ils ne sont pas en mesure de t'expliquer leur diagnostic. Parfois, simplement parce que le médecin n'a pas eu le temps, ou parce qu'il n'a pas eu le flair, ou alors parce que le patient n'a pas demandé. Et ça, c'est un gros fossé qu'il faut combler, la prévention, l'accès à l'information. On remarque qu'on est plus encore dans le traitement que dans la prévention. Si les gens savent déjà, à un certain âge, je dois contrôler ci, et ça, c'est le gouvernement qui doit nous aider, c'est l'ensemble des politiques. Il faut beaucoup investir dans la prévention. On a plus à gagner, à prévenir qu'à traiter, parce qu'après, nous, on est limité. Je prends le cas de ton parent dont tu parles. Sûrement que le médecin avait envie d'expliquer, de faire de la psychothérapie, mais ce n'est pas son rôle. C'est une prise en charge multidisciplinaire. C'est un psychologue, mais va voir peut-être ils n'ont pas de psychologue dans le service. C'est un oncologue, donc lui, il ne peut pas se retrouver à faire tout seul. Il va faire ce qu'il peut et le fossé est là. Et donc, la décision doit venir de plus haut, en fait. Et aussi, après, tu vas peut-être aborder ça, il y a la représentation socioculturelle des maladies chez nous qui nous complique la vie. La personne vient déjà avec ses propres convictions que ce qu'il a n'est pas de l'hôpital ou parce que voilà, c'est provoqué. Donc, tu auras beau expliquer, lui, il a son idée en tête, quoi. Mais je pense que dans ce sens-là, je pense qu'on doit faire beaucoup d'efforts. On peut faire des efforts pour expliquer, parce que quand le malade comprend ce qu'il a, comprend l'intérêt des bilans, je pense qu'il va s'investir plus. Mais pour ça, il faut être libre dans la tête, comme j'ai dit. Il faut ne pas être sous pression. C'est clair. Si on est nombreux, on fera bien le travail. Je vois. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Andrea? Pour ajouter aussi à ce que Gaëlle a dit, parfois le médecin, il n'a pas de diagnostic. Donc, sous d'autres cieux, dès que je fais mon échographie et que je n'ai pas la réponse, je passe ce patient au scanner parce qu'il a une assurance, parce qu'on a la sécurité sociale, parce que j'ai la possibilité de pousser plus loin les investigations. Mais au Bénin, on ne peut pas faire ça. Donc, le médecin, il est un peu réduit dans le diagnostic. Donc, il ne peut pas dire ce qu'il ne sait pas. Voilà. Et le quatrième point que j'aimerais ajouter aussi, c'est l'instruction. Nos populations ne sont pas vraiment, la plupart, hein, la majorité, ne sont pas instruites. Tu peux expliquer de ta façon ce que ce que le patient a, mais il ne comprend pas. Ailleurs, quand le patient vient, il sait déjà, j'ai telle maladie, et il est déjà allé lire sur Internet. Et donc, quand il vient te voir pour une échographie ou un scanner, il sait quoi demander. Alors que au Bénin, c'est pas toujours ça. Voilà. C'est ça. Et j'ajoute, dans le sens de Andrea, c'est ça. On fait de la médecine de guerre. Vous êtes amené à réfléchir, à vous masturber le cerveau pour trouver des diagnostics, alors que vous avez juste besoin de certains bilans. Un exemple simple, vous demandez des bilans aux gens, vous leur dites, je vous vois dans 24 heures avec les résultats, mais dans 2 semaines, ils ne sont jamais arrivés. Tu le revois dans un mois à un stade de complication. Et là, c'est à ce moment que la famille se griffe. Le médecin, il est là depuis, il ne nous dit rien.
alors que toi, tu as besoin des bilans pour avancer. Et parfois même, le bilan n'est pas disponible au pays. Il faut envoyer à l'extérieur, attendre les résultats dans 3 semaines, alors qu'ailleurs, tu vas vite. C'est en quelques heures, on a le diagnostic et puis on discute traitement, on ne traîne pas. Donc voilà, mais comme je l'ai dit, cette face de l'iceberg, la population ne voit pas. C'est-à-dire que nous, on doit régler tout, on ne comprend pas qu'on doit se faire aider. Exactement, parce que c'est ça, nous on ne voit pas, on voit pas tout ça, on voit pas tout ce que vous vivez. Et puis justement, parce qu'on c'est quand même un moment qu'on le répète, pourquoi la population n'est pas au courant justement de cette difficulté que vous vivez? Peut-être que ça aurait amené un peu plus de compassion aussi et que ça peut-être aurait aidé à améliorer les relations des patients avec vous. Pourquoi vous n'en parlez pas? Qui devait en parler et pourquoi c'est pas fait? On n'a pas le temps de le faire lors des consultations. Avec 40 patients, tu n'as pas le temps le patient qui vient te poser un problème, tu lui poses un autre problème. Je ne pense pas. C'est ça, mais je veux dire, il faut quand même avoir des canaux, je sais pas, pour justement sensibiliser, parce que c'est sûr que c'est un problème qui concerne tout le monde, autant les médecins que les patients, parce que c'est vrai que c'est vous qui vivez la difficulté, mais les conséquences, c'est les patients qui les subissent, donc c'est un peu notre problème à nous tous. Donc, je veux dire, je comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus souvent, justement, parce que je me dis, si tout le monde met la main à la pâte, si tout le monde commence pas à en parler pour dire, d'accord, c'est que mon médecin n'est pas bien payé, mais après, s'il n'est pas bien payé, c'est peut-être moi qui vais en mourir après, donc il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, donc, tu l'as dit, bon, l'initiative individuelle ne peut pas régler l'affaire. Il faut une solidarité déjà au niveau des médecins, ce qui n'est pas, c'est pas très fluide. Et la preuve, ce genre d'initiative que tu as mis en place permet de nous exprimer. On n'a pas forcément cette occasion souvent. Et la dynamique ne peut pas être, c'est vrai, ça peut être imprimé par nous-mêmes, mais tu comprends on ne peut pas tout seul se lever contre voilà, des montagnes. Donc, nous, on va s'exprimer autant que possible à travers nos consultations. Quand c'est possible, on explique, mais voilà, on attend que la dynamique soit imprimée de nos instances supérieures qui puissent voilà, nous permettre de nous exprimer, parce qu'après, il faut faire attention aussi. Tu ne peux pas tout seul, tu vas te griller, ça c'est clair. C'est justement pour ça que c'est peut-être une question que l'ordre devait étudier plus tard, pour sensibiliser aussi, parce que c'est aussi une âme, c'est soulever la population, que la population commence à vraiment se plaindre que ça ne fonctionne pas. Ça peut fonctionner aussi, parce qu'il y aura l'effet du nombre, la puissance du nombre versus vous. On peut dire que vous plaidez juste pour votre cause, mais quand les patients même vont se soulever, peut-être que ça va changer quelque chose. Puis tantôt, tu en parlais par rapport aux patients qui viennent consulter trop tardivement, ou bien par rapport aux patients qui n'est pas instruit, qui vont plutôt rendre les choses difficiles. Pour vous, c'est quoi le patient de rêve? C'est quoi le patient qui facilite les choses pour vous? Si vous devez décrire un patient avec qui ça fonctionne super bien, vous aimeriez que tous vos patients soient comme ça, justement pour vous faciliter la tâche avec toutes les conditions qui ne sont pas encore adéquates pour votre exercice. C'est quoi le patient idéal pour vous? Bon, André, je te laisse. Le patient de rêve, déjà, c'est ce patient-là qui peut comprendre sa maladie, voilà, qui a la capacité de réaliser les différents bilans, les différents examens paracliniques, permettant au médecin ou me permettant, oui, de répondre à son problème. Et franchement, je pense que si j'ai ça, c'est bon. C'est déjà bien. Il faut qu'il puisse comprendre ce qu'il a, si on lui explique déjà, et qu'il ait les moyens financiers, si je peux résumer un peu. Et moi, oui. Un patient assidu, c'est important, parce que dans les maladies chroniques, le patient arrive, tu règles le problème, tu l'instruis, tu lui donnes les conseils, les mesures préventives, mais il ne respecte pas. Il ne respecte pas, il transgresse les règles. Quand il se retrouve au stade de complications, ça y est, là, il va commencer à t'harceler. Et puis voilà, toi, tu ne peux pas régler, tu n'es pas Dieu. Parfois, c'est justement le financier qui fait qu'il ne respecte pas ton ordonnance. Parfois, il a prescrit le moins cher, voilà. Et puis, il est content quand c'est moins cher. Exactement.
Mais ici, il y a le moins cher, il y a aussi, tu l'as voyé tantôt, il y a aussi le côté spirituel aussi. Et puis, j'aimerais quand même vous entendre là-dessus. Quand vous avez des patients qui viennent sans conviction, tu sais, j'entraîne un peu, j'en ai actuellement un au village qui veut juste pas sortir du village parce que elle se dit quand elle va sortir qu'elle va mourir. Mais tu as une infection, on fait quoi? Quand ces gens-là viennent et viennent vous voir sans aucune conviction, parce qu'ils se disent que leur problème, c'est les marabouts qui doivent le gérer, c'est les guérisseurs qui doivent le gérer, comment vous faites face à ça? Comment vous gérez ça? Bon, C'est une réalité. On ne c'est peut une pas réalité. traiter un patient contre sa volonté, hein. Donc, C'est ça, mais ça, comment... c'est le pire des patients qu'on puisse avoir, en fait. Donc, Ouais. Si le patient est déjà on, venu à on fait ce qu'on peut. s'il est déjà venu à l'hôpital, c'est qu'à un moment donné, il a essayé beaucoup de choses et voilà. Donc, nous, on essaie déjà de ne pas heurter les représentations socioculturelles des gens parce qu'on n'est pas là pour les éduquer sur ce plan-là. On essaie d'intégrer ça et on fait de notre mieux. Après, s'il ne suit pas nos conseils, voilà, on peut pas faire ça, on peut pas venir les changer. Donc, on essaie d'intégrer parce que c'est quand même important. Il y a beaucoup de spécialistes qui en sont victimes. Quand tu n'intègres pas ces réalités socioculturelles, tu ne progresses pas dans la prise en charge parce il y a des choses, des trucs très simples. Les gynécos vivent souvent. Donc, il faut intégrer ça et rassurer le patient. Et après, tu fais ce qu'il faut. Si après, il ne suit pas, c'est plus. Tu es libre. Tu es libre. Tu as fait ce qu'il faut. Tu voulais rajouter quelque chose, Andrea? Non. Rien à dire. Ok, d'accord. Et il y a aussi l'autre côté aussi. Mais ça, je l'ai pas encore vécu personnellement, mais tu sais, on entend souvent des parents qui disent, oh, tu sais, on est resté à l'hôpital, on a tout fait. Et c'est même le médecin qui nous a dit d'aller voir ailleurs, que c'est pas un problème scientifique, mais c'est pas un problème de l'hôpital. Est-ce que, est-ce que c'est un mythe que derrière, il y a vraiment des médecins qui le disent? Ou bien, est-ce que vous, c'est ça, je vais vous entendre là-dessus parce que, Et il faut comprendre qu'à l'hôpital, tout le monde est médecin, hein. De l'aide-soignant à l'infirmier. Voilà, tout le monde est médecin à l'hôpital. Le technicien de surface, l'aide-soignant, l'infirmier. Donc, même celui qui ne s'y connaît pas raconte ce qu'il veut au patient. Puisque, en fait, finalement, c'est eux qui sont un peu plus proches du patient. Donc, Voilà. voilà. Parfois, ce n'est pas le médecin même qui dit ça, hein. C'est l'aide-soignant ou le technicien de surface qui n'a jamais fait des écoles de santé qui sort ça. ok, Voilà. Et ce qu'il faut ajouter, tout à l'heure, on est limité par les examens. Donc, si tu as fait les examens que tu peux faire, que tu n'as rien trouvé, tu peux dire que tu n'as rien trouvé, mais il faut pas être formé. La plupart des diagnostics qu'on ne trouve pas et qu'on dit, voilà, c'est la sorcellerie et autres, sous d'autres yeux, vous faites les bilans qu'il faut, vous avez un diagnostic sous la main. Donc, c'est ça, il faut dire qu'on est limité. Donc, quand on est fatigué de fouiller, on ne devrait pas dire ce genre de choses. Mais après, il faut quand même intégrer quelque chose qui est important pour moi, c'est qu'il y a quand même des situations où l'association avec les tradithérapeutes peut être utile. On n'est pas encore à cette étape où il y a une bonne collaboration entre la tradithérapie et le moderne, mais quand on y arrivera, on peut faire de belles choses. Ailleurs, ça existe, mais c'est clair que tout n'est pas forcément mauvais pour le recours aux guérisseurs et autres. Il y a forcément des choses utiles. Mais tant qu'il y a des armes, tant qu'il y a des choses à faire, le médecin ne doit pas abandonner et déclarer qu'il n'y a plus rien à faire. C'est tant qu'on peut fouiller et faire davantage, on va chercher. je vois. Donc, c'est le manque de moyens. Enfin, le mot de moyens toujours technique, ça revient toujours comme problème. Et le fait que, On ben, revient à la même chose. ça Ouais. revient à la même chose. C'est fou, hein, on revient à la même chose. En tout cas, je vais prendre quelques questions dans les commentaires avant j'aurai encore quelques petites questions. Donc, merci à vous. Bonjour Vanessa, bonjour Fleury, bonjour Gauthier. C'est ça. On a Percy qui demande, vous avez parlé de médecins qui créent leur clinique après le diplôme. Ça prend combien pour créer une clinique? Et est-ce que la majorité des cliniques créées par les médecins remplissent les conditions adéquates pour recevoir des patients? Ok. Se jeter à l'eau.
Regarde, tu permets. Bon, voilà, donc ça fait partie des efforts Oui, que l'ordre a pu établir ces dernières années. Mhm. Ils ont pu me faire un nettoyage parce que vraiment c'était un désordre, quoi. Il y avait des cabinets ou des centres qui ne répondaient pas du tout aux normes et qui vraiment ternissaient l'image du secteur médical. Et donc, au moins à la date d'aujourd'hui, on est sûr que les différentes cliniques qui sont en exercice ont l'autorisation d'ouvrir et répondre aux normes. Donc, à partir du moment où tu es médecin, tu as ton diplôme, il n'y a pas forcément. Il faut répondre aux normes, c'est-à-dire avoir une autorisation d'exercice en clientèle privée, une autorisation d'ouverture de clinique. Donc, il y a des conditions qu'il faut remplir, que l'ordre a établies. Et ce n'est qu'après l'autorisation que vous êtes habilité à ouvrir votre propre centre. Donc, aujourd'hui, au moins, on a gagné ce combat là où c'est un peu plus fluide. Il n'y a plus vraiment de cabinet voilà, Mais ce combat, justement, ça a été gagné comment? Qu'est-ce qui a été fait différemment? Pourquoi c'est maintenant que ça a été gagné? Genre, Bon, il y a eu un, comme je. il y a eu un Vas-y. contrôle des différents centres. Donc, je disais qu'il y a eu un contrôle des différents centres créés dans le pays ok, par l'ordre. Et justement, les centres qui ne répondaient pas aux critères ont été fermés. ok. Mais c'est pas l'ordre qui l'a fermé. J'imagine que le gouvernement a dû s'en mêler à un moment donné pour fermer, non? Ou bien est-ce que l'ordre a le pouvoir de fermer? Réforme. Il y a eu des réformes dans le secteur de la Ouais. santé Ok, conduites par l'ordre. Donc, c'est à l'issue de ça qu'il y a eu cette régularisation-là. Tout comme également au niveau du personnel également, il y avait des gens qui exerçaient avec des faux diplômes et autres. Donc, il y a eu également un nettoyage dans ce secteur. ok. Donc ça, super. Une autre question. Ah ouais, ça revient là, ça c'est la question de la rémunération. Donc, quel est le salaire moyen de médecin au Bénin? Quand quelqu'un finit ses 7 ans, c'est long, 7 ans à la faculté, combien il gagne? Bon, Non, Bah, salaire de ça varie entre 150, je dirais, ou bien 150 000 et 250 000, 300 maximum. Mais quand tu es, wow. quand tu es bien loti, tu as 300 000. Sinon, tu peux te retrouver à 150 000 le mois. et j'ajoute, si tu as du boulot, si C'est ça, tu as du boulot, tu le dis en Oui, bon, est-ce qu'il tu as du boulot. y a des médecins qui chôment? mais je viens de vous dire qu'il n'y a pas de recrutement systématique. Donc, si tu n'as pas le dynamisme nécessaire pour Oui. tes services, pour faire tes preuves, tu vas traîner un peu avant que voilà, un aîné ne puisse t'introduire. Donc, c'est Peut-être, tu sais, je me rappelle, enfin, Moi, je dirais même que quelque part, tous les médecins qui n'ont pas un contrat sont des chômeurs. Et il y voilà, en a beaucoup. Tous ceux qui font des remplacements dans les cliniques, là. Mais finalement, ce sont il n'y a des pas de chômeurs contrat. parce qu'ils n'ont pas de contrat fixe avec la clinique ou avec un hôpital. Ils vont de clinique en clinique faire des remplacements. C'est du chômage pour exactement. moi. Parce que souvent, l'un des arguments que les parents sortent parfois pour pouvoir guider leurs enfants vers la médecine, c'est tu ne chômeras pas. Tu sais, il y a du boulot, il y a des débouchés. Mais c'est On n'en est plus à Voilà. ça, hein. Actuellement, le médecin est chômeur. Franchement, il faut s'enlever Orientation. cette idée de médecin non chômeur. C'est... mais c'est quand même triste parce que Et le pire, c'est que c'est les meilleurs, justement, qui sortent du bac, les meilleurs au bac qu'on envoie faire la médecine pour chômer c'est après. ça, c'est les meilleurs parce que je sais que pour entrer à la fac de médecine, c'est super compétitif et tout. Donc, c'est assez bizarre comme système, je vais dire. En tout cas. Donc, c'est ça, c'est entre 150 000 et 300 000. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un problème parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui ont juste des bacs plus 3, une licence qui gagnent beaucoup mieux que ça. Donc, c'est sûr que il faut pas s'attendre à un C'est service de ça. luxe quand tu as autant de frustration, autant de... euh, c'est ça. En tout cas, Sans, on va continuer. sans oublier que à un moment donné, il faut penser se spécialiser. Demander à Dr Lokosu ce que sa spécialisation lui a coûté. Donc, il faut exercer, économiser pour pouvoir aller vous spécialiser puisqu'il n'y a pas de bourse systématique. En spécialisation. Oui. Voilà, donc il faut Donc, intégrer. c'est encore de l'argent à débourser.
On va continuer quand même. Est-ce que vous arrivez de recommander des psychologues aux patients qui en ont besoin? Évidemment. Est-ce qu'on a assez de psychologues au Bénin? On en a suffisamment. Les recommandations, ça fait partie justement de notre âme thérapeutique. On ne peut pas faire tout seul. C'est aussi ça le plus important. Il faut collaborer. Aujourd'hui, comme je disais, on a beaucoup plus de sous-spécialistes dans beaucoup de domaines. Donc, il faut pouvoir se décharger et confier ce qui est nécessaire à qui de droit. Et une fois encore, la barrière financière. Envoyez-le chez le psychologue, dites-lui que la consultation est à 5 000, à 10 000, il va réfléchir par 2 fois. Mais s'il a les moyens, c'est bon, c'est tranquille. Ouais. Encore l'argent. Et il y a aussi le contexte social, c'est que même quand vous prescrivez une consultation psychiatrique ou psychologique, le patient il ne veut pas aller voir le psychologue parce que soit il se dit que vous pensez qu'il est fou, voilà. Il y a aussi cette représentation psychosociale qui fait que les gens ils ont du mal à aller voir un psychologue ou un psychiatre. Tout à fait. Il y a Nadia, bonjour, Funke qui dit, mais parfois aussi le médecin explique qu'on ne peut plus rien faire et la famille n'a pas envie de laisser son parent juste mourir sans médicaments, disant qu'on ne peut rien faire. Donc, on préfère donner les soins jusqu'au dernier soupir. Donc, ok. Donc, c'est pas tout le temps la faute des médecins si on continue à donner des médicaments qui ne servent à rien. Donc, je comprends le côté émotionnel qu'il y a. Non, de toutes les façons, il faut, quel que soit le stade où le patient il est, il y a toujours un accompagnement symptomatique. Voilà, on ne laisse jamais le patient. Même quand on sait qu'il n'y a plus rien à faire, on accompagne, voilà, on le nourrit par les différents solutés. Donc, on ne peut pas baisser les bras. Je comprends. Ok. Et ailleurs, même, c'est ce qui se fait, il y a toujours un accompagnement symptomatique qu'on fait aux patients. Merci, Andrea. Il y a Gauthier qui dit, le meilleur patient ne serait-il pas celui qui voit le médecin comme un être humain normal, comme lui, et qui est là pour l'aider au mieux de ses capacités à aller au mieux? T'as tout dit, hein? J'imagine dans le meilleur du monde, oui, mais souvent quand on vient à l'hôpital, on a l'impression qu'on est en face de son Dieu. Oui. Donc, merci d'avoir rappelé ce côté humain des médecins. C'est vrai, c'est des personnes aussi. Donc, mais souvent, on oublie ça. Tu sais, on se dit que voilà, c'est notre Seigneur, donc il faut qu'il nous sauve. Donc, merci de rappeler. Il y a Renia qui dit, bonjour Renia, selon votre expérience personnelle, que direz-vous à des jeunes qui souhaitent faire des études en médecine pour les mauvaises raisons? Franchement, moi, je les décourage. Aller faire ingénierie, aller faire la diplomatie, aller faire la politique, c'est pas une école. Allez faire tout ce que vous voulez, mais franchement, ne venez pas en médecine. Sérieusement? Pour les mauvaises raisons, en tout cas. Si la personne peut-être n'a pas un souci de se faire plein les poches, qu'il sache que s'il vient, c'est beaucoup plus pour la passion d'être au service des autres, mais qu'il s'enlève de la tête que c'est pour être sûr de gagner sa vie. Quoi. Voilà. Ou être riche ou avoir du boulot plus tard, franchement. Exactement. C'est une illusion là. Donc, faut venir dans la filière uniquement par passion, c'est ça? Mais il faut quand même que ta passion te nourrisse aussi quand même. Mais bon. Ouais, oui, il a fallu qu'il dit qu'il y a les soins palliatifs. Ok, ouais, exactement. Oui, voilà, les soins palliatifs. Super. J'avais encore quelques petites questions, je pense. Donc, peut-être juste pour résumer un peu, donc, c'est ça. J'ai un petit commentaire. Je vais le passer avant d'essayer de résumer. Donc, les soins palliatifs sont une partie importante de la médecine. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas d'espoir de guérison. Ok. Je pense que M. Gauthier doit être un médecin, hein, parce que... Merci. Pardon? C'est notre confrère.
Ah, ok, d'accord. Merci pour vos apports. Ouais. J'apprécie. Et il y a Pessit qui demande, j'ai vu une campagne sur une carte pour l'accès aux soins. Vous en savez quoi? Est-ce que vous êtes au courant? Je pense qu'il y a aussi une politique d'assurance Voilà. maladie. En temps, donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ça, justement? Bonne Bon, c'est un cours, ils sont en Gaël? phase de... Oui, oui, effectivement, c'est pourquoi je parlais des politiques nationales. C'est clair que la question est débattue au plus haut niveau et ils ont un plan d'action, clairement. Donc, il y a le RAMU, on en a entendu parler depuis des années, qui est en phase d'expérimentation. Mais jusque-là, dans certains hôpitaux, mais ce n'est pas encore très clair. Donc, on espère que il faudra régler, c'est l'un des problèmes prioritaires. Si on arrive à opérationnaliser ça de façon vraiment uniforme et dans la durée, ça peut vraiment aider. Voilà. Donc peut-être que c'est ça que le monsieur parle. C'est ça. Sinon, les assurances privées actuellement, ça coûte trop cher, c'est ça? Pour le pouvoir d'achat des Béninois, vous pensez que c'est trop cher? Ou bien que les gens ne sont juste pas au courant, en fait? Bon, c'est difficile. Je pense que c'est difficile de voir des gens souscrire systématiquement à une assurance santé. C'est souvent dans le cadre professionnel où la société ou l'entreprise vous impose ça et forcément ça a un impact sur votre salaire. Donc sinon, je pense que si sur une initiative personnelle, ça doit revenir un peu cher. Après, les gens trouvent que c'est un peu du gaspillage, surtout s'ils ne tombent pas régulièrement malades. Ils se disent, je paye une pension, mais ça oublie que Je pense qu'on a perdu le son à un moment donné. ça avait un appel, c'est bon. Donc, c'est ça. Donc, il faut espérer que ça soit réglé et que ça qu'on puisse mettre. Les assurances, c'est vraiment utile. Mais si c'est votre employeur qui vous impose ça, c'est plus facile, quoi. C'est ça. C'est ça. En tout cas, moi, je Mhm. je sais pas combien si ça coûte. Je sais pas si c'est le prix qui refroidisse beaucoup certaines personnes. En tout cas, si en tant que patient, si vous pouvez quelque chose pour aider le système, c'est vraiment d'avoir une assurance. Pas déjà, si vous avez une assurance, le médecin est un peu plus confortable déjà de vous prescrire tout ce dont vous avez besoin en fait. Donc, si vous pouvez, renseignez-vous, prenez une assurance. C'est vraiment important. Parce qu'on ne sait jamais, hein, c'est vrai que parfois tu n'es pas malade, donc tu n'en as pas besoin, mais le jour où tu seras malade, là, tu seras content de l'avoir. Tout à Donc, fait. c'est ça, petit rappel, Ouais. donc un peu. Euh, donc, si on essaie de récapituler un peu, donc, en fait, c'est ce que j'ai compris de vos interventions. Je pense que le premier problème, c'est vraiment, en fait, en tout, c'est un problème financier, en fait. Ben, j'imagine que c'est parce qu'il n'y a pas les finances qu'on n'a pas les plateaux techniques. Peut-être que c'est pas juste finance, derrière les finances, c'est aussi l'organisation et la vision à long terme des gens qui sont chargés d'organiser, de structurer le système, en fait. Donc, c'est les plateaux techniques, le fait que les patients ne sont pas instruits, qu'il n'y a pas le moyen financier de leur côté aussi. Donc, si vous avez quelque chose à dire à ceux qui nous suivent aujourd'hui, si on ne sait jamais, si quelqu'un d'autorité tombe sur cette vidéo, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Quelqu'un qui est dans une place où il peut faire une différence. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Ils écoutent C'est plus vrai. les femmes. Ouais, ouais. Vas-y, Andrea. Je peux Alors, pas. le Bénin a vraiment besoin d'un meilleur plateau technique pour aussi bien le bien-être du médecin et pour le bien-être de la population. Donc, vraiment, il faut que nos autorités puissent travailler à cela. Le plateau technique. S'il vous plaît. Ouais. Voilà, bon, Vas-y, Gaël. voilà, ouais, moi, je vais leur demander de tout faire pour faire opérationnaliser l'idée de sécurité sociale. C'est une urgence, c'est une priorité. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. Même les médecins, nous qui sommes médecins, quand on est malade, c'est pas gagné d'avance. On n'est pas assuré, donc voilà. Et c'est dommage de voir des têtes, des cerveaux bien frais partis sous le coup de la négligence parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc il faut vraiment investir dans la santé. Je pense que c'est vraiment important. On a intérêt à garder la population en bonne santé. Donc il faut investir dans la santé. Il faut également revoir l'orientation à la base. C'est-à-dire depuis la faculté, quand on a le bac, est-ce que c'est tout le monde qui doit faire la médecine? Il faut vraiment revoir les choses
Et même par rapport à la formation continue, on a besoin, on a un manque criard de beaucoup de spécialistes qui aujourd'hui sont utiles pour la prise en charge des patients. Donc, vraiment de régler le problème de ressources humaines, d'organiser des recrutements voilà, beaucoup plus rapprochés pour permettre aux gens d'être au service de leur nation. On a beaucoup de cerveaux qui sont à l'extérieur et c'est dommage de se retrouver à faire le combat en petit nombre. Voilà. Exactement. C'est beaucoup de gens qui ont fréquenté avec vous, qui sont justement partis. Et c'est tentant aussi, c'est de voir que, ok, ben, pourquoi moi aussi je peux partir aussi? Rien ne me retient ici, en fait. Je peux partir aussi. C'est sûr que ça traverse tout Bassin béninois qui a une proposition à l'extérieur. Voilà, s'il est encore là, c'est qu'il a peut-être d'autres attaches ici. Hein. Donc, à la date d'aujourd'hui, quand vous faites le point, c'est plus tentant de servir l'extérieur. Il faut aussi dire que c'est la fuite de ces cerveaux-là, ça n'aide pas le système, au contraire, ça aide aussi à empirer les choses, en effet. Donc, Les choses. c'est ça. Donc, il faut vraiment une vraie politique nationale. Ça ne se fera pas tout seul. Il faut vraiment un effet de groupe, de solidarité pour que ça puisse changer. Donc, j'espère que après ce live, j'espère au moins qu'on aura réveillé les consciences, même si ça ne change pas grand-chose. Au moins, le fait qu'on en parle, c'est le fait que des gens qui vont consulter soient au courant de ce que vous vivez. C'est déjà une grande différence. Donc, en tout cas, pour ceux qui sont de suivre la vidéo, partagez-la, parlez-en. Je ne sais pas, c'est des sujets importants. Parlez-en auprès de vous. Quand vous allez voir un médecin, demandez-lui comment il va lui aussi. Ça peut changer comment il va vous prendre en charge aussi. Demandez-lui comment il va. Soyez plus courtois, plus empathique envers eux aussi. Et puis, ça peut descendre, ça peut aider à descendre déjà la pression qu'ils vivent. Et ça vous les aide à vous offrir un meilleur service aussi. Donc, c'est un peu donnant. Il faut qu'on s'entraide dans l'état actuel des choses. On peut juste s'entraider et essayer de baisser la pression des deux côtés pour qu'ils vous offrent le meilleur d'eux-mêmes, en effet. Il y a Ondilad qui demande. Donc, Ondilad, c'est une jeune béninoise qui est sur les réseaux sociaux, qui parle de sa bataille contre le cancer qu'elle fait actuellement et qu'on avait déjà reçu sur le live, justement. Et puis, elle nous avait parlé des médecins c'est ça sa question, elle dit pourquoi on doit parfois courir derrière le médecin. Parce qu'elle, par exemple, elle a dû partir en Tunisie pour finir sa chimiothérapie parce que le médecin avec qui elle traitait au Bénin n'était pas disponible. Alors qu'elle avait le temps qui manquait, elle devait faire son traitement, commencer ça en 6 semaines. Donc, heureusement, elle pouvait le faire, mais tout le monde n'a pas les moyens de sortir du pays. Donc, c'est ça sa question. Pourquoi on doit parfois courir derrière le médecin pour être soigné? Je voulais dire un mot par rapport à ça, on en a déjà parlé assez souvent, mais bon. Sa réponse. Je pense qu'on en a parlé. Il faut recruter plus de personnel en santé pour répondre aux besoins de la population. C'est ça. Donc, je dois te dire que le live venait un peu de ce live que j'ai fait avec elle parce que au début, on était censé le faire avec un médecin, mais elle n'était pas là. Donc, il y avait beaucoup de questions. Donc, OK, tant qu'à faire, on a quand même invité juste des médecins puis on va voir leur avis aussi. Donc, comme petite dernière question, c'est ça. On a donné le message pour les autorités. Essayer de recruter plus. On a besoin des normes, on a besoin d'une bonne politique de recrutement, une bonne politique pour gérer ce système-là qui est vraiment important. Parce que si les Béninois ne sont pas en santé, ça ne sert à rien d'avoir de belles routes. Hein. Donc, je pense qu'il faut se placer à la bonne... Il faut revoir les priorités, je vais dire. Et pour les patients, quel message vous avez pour les patients? Enfin, les gens qui viennent vous voir, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire comme message pour que ça soit plus aisé la prochaine fois? Bon, on l'a dit, le patient de rêve, déjà, comme j'ai dit, consultez tôt. Aucun symptôme qui est banal, il n'y a aucun symptôme à négliger. Les maladies les plus sérieuses commencent toujours par un petit symptôme. Donc, il faut arrêter d'aller se rendre à la pharmacie directement, prendre un conseil par un ami, ou même parfois de demander un conseil juste par téléphone. Il faut consulter dès que possible. Et il faut demander les explications. Tant que possible, le médecin va le faire. Et après, soi-même se documenter. Tant que c'est possible, si on a le niveau d'instruction nécessaire pour mieux suivre les conseils du médecin. C'est important. Et évidemment, dans son budget personnel, il ne faut pas attendre d'être malade
pour prévoir voilà, un peu d'argent pour sa santé. Donc, comme tu l'as dit, c'est possible de souscrire à une assurance, de le faire. Et comme ça va faciliter les soins. Et donc, voilà. Et à partir d'un certain âge, être plus attentif à l'endroit de certaines maladies chroniques bien connues. Donc, tout ça, c'est relatif au niveau d'instruction, bien sûr. Et voilà, puisque les parents devoir être aisés, mais simplement par négligence, se retrouver avec des complications d'une maladie qu'ils auraient pu dépister. Voilà. Donc, c'est mon message. Et de se montrer patient, très patient envers les médecins. Et voilà, ça ne sert à rien de s'énerver. Donc, comme tu l'as dit, donc d'être de comprendre que la relation médecin-patient doit être entretenue. Donc, son médecin peut être aussi parfois pas de bonne humeur ou parfois, voilà, donc il faut se montrer patient. Voilà. Andrea, tu as quelque chose à rajouter? Non, Gaëlle a su bien résumer les différents conseils. Je pense que voilà. Il y a Diane qui dit qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir une assurance, qui ne peuvent pas payer les soins. Mais ça rejoint toujours le côté social de la politique nationale. Donc, je pense surtout aux femmes qui sont retenues à l'hôpital après avoir accouché parce que les frais n'ont pas été réglés. Donc, c'est sûr que l'argent tient. Et par rapport à ça, Atma, par rapport à ce dernier message, oui, c'est bon, mais en matière de santé, il faut intervenir dans tous les domaines. L'éducation. Il faut une éducation, parce que si vous n'avez pas les moyens, il ne faut pas non plus aller également vous créer des problèmes. Si vous comprenez qu'une grossesse, c'est des moyens, il faut peut-être revoir les objectifs. Si vous avez déjà peut-être plusieurs enfants, il faut, parce qu'après, si vous créez les problèmes que vous attendez qu'on vienne les régler, c'est un peu plus compliqué. Donc, les gens, et c'est pour tout le monde. Je suis d'accord avec toi. Mais je pense que ça rejoint aussi un point que tu avais dit au début, c'est qu'on n'investit pas assez dans la prévention. On n'investit pas assez dans la prévention, donc il faudrait voir ça aussi. Et puis, une petite parenthèse aussi, oui. Il y a trop de médicaments dangereux, bien délicats, je vais dire, qui sont trop en vente libre au Bénin. Genre, je vais dire, tu sais, ici, ma mère était venue me voir pour acheter de l'amoxicilline, donc un antibiotique à la pharmacie. Il lui fallait obligatoirement une ordonnance de médecin. Mais moi, quand je suis partie au Bénin, j'ai acheté des médicaments pas possibles sans ordonnance. Et il faut aussi que quand tu as dit qu'on va à la pharmacie, parce qu'on va à la pharmacie parce que les médicaments sont disponibles sans qu'on ait besoin de médecin aussi. Donc, je pense que les normes passent par là aussi. C'est pas normal que des médicaments qui peuvent même donner une dépendance soient aussi accessibles au Bénin. Moi, j'ai vu des médicaments, je suis comme, c'est pas normal que je peux acheter ça comme ça, sans ordonnance. Donc, je pense qu'il y a aussi ce côté-là qu'il faut. De plus en plus, oui, de plus en plus, ce problème est en train d'être réglé. Et les pharmacies comprennent maintenant que il y a beaucoup de médicaments qui ne sont plus prescrits sans ordonnance ou livrés dans les pharmacies sans ordonnance. C'est ça. Je pense que l'ordre, je crois, des pharmaciens essaye en collaboration avec l'ordre des médecins, essaye de gérer un peu. C'est vrai que le problème persiste vraiment. Bon, je suis contente qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites parce que je trouve ça pas très sécuritaire. Et par rapport à ça, il faut ajouter que les patients n'ont pas compris pourquoi cette barrière-là, mais ça nous cause énormément de problèmes. On est aujourd'hui confronté à des problèmes d'antibiorésistance. Les antibiotiques usuels qu'on devrait utiliser ne sont pas sensibles parce qu'on a utilisé de façon anarchique. Donc aujourd'hui, voilà. Donc, c'est des décisions fortes qui ont été prises voilà, à la suite des dernières réformes pour imposer le service de ces médicaments forcément à partir d'une ordonnance, quoi. Voilà. Donc, c'est sûr que ça va être encore plus incisif dans les mois à venir. Je suis contente qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. Et enfin, ça, c'est tout ce que j'avais comme question. Il y a Andilad qui dit... si Andilad, ils ont répondu à ta question. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'oncologues, justement. Il n'y a pas beaucoup, parce qu'elle dit qu'on n'a pas répondu à sa question de pourquoi on doit courir. C'est vraiment dommage. Derrière les médecins. Parce que seul il ne peut pas gérer tout le monde seul. Franchement. C'est ça. Même il continue d'être. Il faut pouvoir le comprendre. Plus d'oncologues et...
C'est ça. Et quand je pense que si tu as reçu tout le live, tu vas pouvoir un peu comprendre les choses. Donc, en tout cas, ce que moi je retiens de ces lives, c'est pas vraiment la faute au système de santé en tant que tel. Il nous faut des décideurs qui ont une vision pour le système. Et je dois aussi dire qu'il nous faut aussi un ordre des médecins plus fort. Je comprends qu'ils sont en train de faire des choses, donc ça va prendre le temps que ça va prendre avant qu'ils arrivent à pouvoir vraiment s'imposer. Mais il faut vraiment qu'il y ait un autre. Parce qu'il y a des choses que c'est vraiment juste les médecins qui sont capables de savoir ce qu'ils vivent. Donc, il faut une organisation forte qui les représente pour mettre le point sur la table. Non, ça ne marche pas. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, mais pour l'instant, avant que que ça arrive, que tout soit bien, moi, je demandais juste à chacun d'être un peu empathique, d'avoir de la compassion pour son médecin aussi et de comprendre que c'est pas forcément méchant, c'est pas forcément méchant. Et peut-être aussi, si vous êtes à l'hôpital et que vous n'êtes pas en train de mourir et que vous pouvez essayer de faire une discussion avec eux, peut-être parler avec eux pour essayer de voir pourquoi c'est comme ça. Peut-être que ça pourra déjà aider. Parce que tout ce que moi j'essaie, c'est juste de baisser la pression. Parce que quelqu'un qui est stressé en face de toi, c'est celui qui va être nerveux. Donc, si tu dis quelque chose qui fait qu'il baisse la pression, si tu dis quelque chose qui lui donne l'impression que, oh, cette personne-là, il pense un peu à moi. Peut-être que même si ton médecin est dans une situation où il est stressé, où il n'est pas content, le seul fait de savoir que tu penses à lui va faire qu'il va être plus performant, plus compétent avec toi. Donc, en attendant que les choses soient parfaites, essayez juste de dire de gentils mots à votre médecin pour baisser la pression et puis on croise les doigts que tout se passe bien. Donc, je pense que vous avez un dernier mot à dire à ceux qui nous suivent. Et ça va être... Je voudrais juste souhaiter du courage à Andilat. J'ai suivi la vidéo live et beaucoup de courage à toi. Oui, beaucoup de courage Andilat, en effet. Donc, c'est ça. C'est un petit message avant de finir. On a un sondage sur la page, juste pour savoir si vous aimez nos lives. Donc, ça vous prend 30 secondes pour répondre au sondage. Essayez de répondre, ça nous aide à nous améliorer. Et puis, on se donne rendez-vous pour dimanche prochain. Parce qu'on a parlé beaucoup d'éducation aujourd'hui. Donc, nous, on essaie de faire un peu notre part, de parler de sujets un peu variés. Donc, dimanche prochain, on parlera d'éducation sexuelle. Donc, on parlera de pourquoi nos parents, quand on n'a pas 20 ans, ils veulent pas que tu sois avec un gars ou bien une fille. Mais une fois que ton diplôme est sorti, on te demande où est le bébé. Donc, on va parler de toutes ces pensées bizarres au niveau de l'éducation sexuelle des parents au Bénin. Donc, ça sera un partage d'expérience. Donc, vous serez appelé à intervenir dans le live si vous voulez. Donc, connectez-vous. C'est toujours à 16h du Bénin. Et merci Gaëlle, merci Andrea, merci à vous de vous être livré. Merci Atma de nous avoir invités. Merci beaucoup à toi. Je vous souhaite même beaucoup de courage et merci pour vous faites de belles choses. Hein. Je pense que ouais. Merci. Et merci aussi pour bonne soirée à tous. Tout ce que vous faites. Et puis, on espère que ça va s'améliorer. Merci de tenir le coup comme ça. À très bientôt. Bye bye à tout le monde. Passez un bon dimanche et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci.